was so long, and my eyes stare the setting sun. Alors, on se retrouve ce soir et on a un petit peu discuté avant. On attendait M. Katz qui est en Citroën, donc il est tombé en panne. Il a fallu qu'il s'isole parce qu'il y avait des acheteurs de fécaisses qui le pourchassaient. Donc voilà. Donc comme je commence à parler de lui, alors Hervé, c'est la première personne que je réinvite. Alors je le réinvite parce que j'ai deux camarades qui devaient venir et qui m'ont planté comme des salauds, un hier matin et un ce matin. Donc c'est très sympa. Donc j'avais deux backups. Mais voilà, donc là, j'étais au bout du bout, donc j'étais obligé de trouver un citroëniste, ce qui est quand même un petit peu compliqué. Mais il m'a promis, enfin non, il m'a pas promis, mais on a discuté. Et bon, il va dériver, je le sais, mais normalement, il ne va pas parler de Citroën. Ce qui va être très dur pour lui, mais d'un autre côté, sur les Citroën, il a toujours des trucs à raconter. Donc, Hervé, donc, qui est fatigué de sa journée, et je le taquine. Et voilà, donc Hervé, le premier, donc citroëniste, collectionneur, il a aussi des espaces, des machins. Enfin, que des merguez. Voilà. Le deuxième, en bas à gauche, c'est mon Vincent, mon plus vieil ami. Il faut le dire. Ouais, c'est vrai. Comme Jacques, des amis de 30 ans, c'est ce qu'on se disait. Donc, ce que je dois revenir aussi, c'est qu'Hervé est en Suisse. Et Vincent, lui, il est en Thaïlande parce qu'il bosse pour toute l'Asie avec sa boîte. Et donc, il est basé en Thaïlande. Et donc, il est 2h15, 2h30. Ouais, c'est ça, il est 2h du matin. 2h du matin, donc il nous fait le plaisir d'être là. Donc, c'est un ami, un vrai, donc je ne l'insulterai pas comme Hervé Katz. Et donc, il est fan de voitures italiennes, de voitures allemandes aussi. Et puis, quoi dire de ça qu'on a vécu nos premières émotions, nos premières pannes ensemble. Je me souviens d'une Spitfire. D'une Spitfire en allant à Montlhéry à l'âge d'or. Je pensais pouvoir faire une sale blague là-dessus, mais effectivement, avec les carburateurs SU pourris de sable. Voilà, ça, je m'en souviens aussi. Donc voilà, puis on est allé voir notre premier Grand Prix de Formule 1 ensemble en 205 junior. J'ai des photos. Ouais. C'est vrai. Ça nous rajeunit pas. Deuxième névropathe que je connais parce que je lui ai vendu des pièces usées et pourries, parce que j'ai essayé quand même de l'escroquer un peu, de MX5. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Massimo Manganaro. Massimo Manganaro, pour ceux qui sont un peu cultivés, ils connaissent le nom, ils connaissent pas la tête du bonhomme, mais c'est lui il a fait ce qu'il racontait. Il a commencé sa vie, il a fait une bonne partie de sa vie de réalisateur à Canal+. Donc, il faisait les émissions des nuls et puis toutes les séries d'émissions de Christophe de Chavannes, les Coucou, c'est nous, et aussi Surprise. Enfin bon, il a réalisé à peu près tout et n'importe quoi. En lisant son nom, je me disais, ce nom ne m'est pas inconnu. Je pense que ça sonne à l'oreille. Voilà. Ouais. Et donc, en public réalisateur et en privé, il a brûlé tout l'argent qu'il a gagné, qu'il nous a soutiré grâce à la redevance. Tout. Il a tout brûlé, mais en caisse, donc on lui pardonne. Voilà. Donc, par qui je vais commencer ? Eh ben, on était avec Massimo, et puis, comme on va rebondir sur son métier, il a une belle anecdote de réalisateur et de pilote. Et je ne m'attendais pas quand tu m'as raconté ça, donc vas-y, quoi. C'était un week-end un peu spécial. Pendant les rêves de ma vie, il y avait celui de pouvoir lier mon métier à la course automobile. Et une partie s'était réalisée parce qu'on m'avait proposé de réaliser le signal international des 24 heures du Mans, que j'ai réalisé pendant 3 ans. Et je pensais que j'avais atteint le comble du bonheur. Mais je ne savais pas qu'une année, je courais dans le challenge Ferrari. Et il se trouve que sur le circuit de Nogaro se courait cette année-là une manche du BPR. C'était une compétition formidable avec des Porsche 8 Turbo, des F40, des voitures anglaises. Ça ne me vient pas, c'est pas grave. Ouais, des Venturi, etc. Et que des trucs un peu bizarres. Voilà, mais c'était vraiment sympa. Et le producteur de cet événement, le producteur vidéo, me contacte et pour me proposer la réalisation des 4 heures d'endurance qui se couraient. Et je décline. Je suis vraiment désolé. J'adore cette course. J'ai quelques pilotes sympas que je connais. J'aurais vraiment aimé. Mais il se trouve que je cours. Tu cours où ? Je cours à Nogaro. Oui, mais la course est à Nogaro. Je dis oui, mais ça serait vraiment sympa. Le problème est que
je peux pas courir et faire le direct pour Eurosport, un signal international. C'était une couverture mondiale. Donc, je dis, bah, regarde les horaires. Je dis, mais t'es sûr? Et surtout que ce producteur est un mec formidable et que je prenais très au sérieux le fait qu'il considère une seconde que je puisse effectivement faire les deux. C'est-à-dire faire les deux manches de Challenge Ferrari et en même temps faire l'émission. La deuxième manche se terminait 5 minutes avant la prise d'antenne sur Eurosport. Donc, ce qui est arrivé de magique, c'est que je suis arrivé pas bien classé parce que je conduisais assez mal à cette époque-là, mais bon, j'étais dans les 10. Et au lieu de garer la voiture dans le parc fermé normal, je garais dans le parc fermé près du car vidéo. Les deux éléments étaient à quelques mètres. Et donc, je suis descendu de ma voiture et casqué et ganté, je suis rentré dans la régie en faisant des signes, genre, n'ayez pas peur. Et je me suis assis au poste de réalisation. Et il y a eu le décompte de la régie finale d'Eurosport qui s'est fait presque en même temps. Je dis salut à tout le monde, le casque, gants et paf, j'étais en direct avec mes caméras sur la prairie du circuit de Nogaro. Et ça, aujourd'hui encore, ça me donne vraiment beaucoup d'émotion. C'était peut-être le jour où mes deux passions ont été vraiment comblées. Voilà. Et du coup, c'était calé, c'était réfléchi. Si ta course de Ferrari avait pris du retard, comment vous faisiez? Vous aviez réfléchi à ça ou c'est pas grave, on verra? Non, c'était un événement assez pointu. Donc, on savait que de toute façon, il prendrait l'antenne et la course se terminerait à l'heure donnée. De toute façon, on savait que. Et de toute façon, si jamais il y avait eu problème, j'aurais fait un tour pour revenir sous le car vidéo. Et j'aurais donné priorité. De toute façon, je ne jouais pas pour gagner, donc je courais pour être dans la course. Et donc, il n'y avait pas de problème au niveau du timing. Je n'étais pas obligé d'aller à l'arrivée. En fait, je suis allé à l'arrivée, drapeau à damier, tour de paf. C'était génial et c'était un moment, comme tu constates, je n'oublie pas. Ouais, bah quand on en a discuté, c'est vrai que ça t'est venu naturellement. C'est-à-dire que réaliser un régie avec tout le monde en tenue normale, et toi, tu as un combine Ferrari coiffé comme parce qu'en fait, quand tu étais dans le Challenge Ferrari, tu étais considéré comme un pilote Ferrari amateur, certes, mais quand même Ferrari. D'ailleurs, il y avait Di Montezemolo qui venait nous saluer avant les manches. C'était vraiment très, très sérieux. Et c'est surtout le fait de me voir en combine avec mes bottines dans le car vidéo, ça m'a paru un truc gigantesque. Voilà. Bon, on parle d'habillement. Oui. La tenue de lumière, Vincent, pour passer le permis gros cube en Thaïlande, c'est quoi en fait? C'est quoi l'équipement obligatoire? C'est comme en Allemagne, c'est la sécurité avant tout. C'est la sécurité avant tout. Alors, il y a surtout un gros point important, et c'est pas une blague, c'est la bénédiction du Bouddha. Yes. Ça, c'est vraiment important. Bon, vous avez compris, moi j'habite en Thaïlande depuis 2013. Elle est un petit peu longue mon histoire, mais c'est pas vraiment une histoire de bagnole, c'est plutôt une histoire qui vous montre à quel point j'aime le pays et que là-bas en fait, enfin ici en tout cas, on fait les choses plus simplement en termes administratifs, sauf pour ce qui est du visa. Donc quand je suis arrivé en 2013, mi-2013, j'habitais vraiment dans l'hypercentre de Bangkok. Et donc, je me satisfaisais de prendre les métros et les taxis. Mais au bout d'un moment, c'est devenu un peu lourd après un an de temps. Donc, j'ai décidé d'acheter un véhicule. Je voulais pas de voiture parce que le Bangkok, c'est quand même une des 10 villes les plus embouteillées du monde. Bon, malheureusement, maintenant, j'en ai une pour des raisons familiales. Mais à l'époque, j'avais décidé d'acheter un scooter. Un scooter, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, tout le monde roule en moto. Ils ont tous des motos qui vont de grosso modo de 110 cm3 à 200 cm3. C'est la grande tendance ici. Et moi, je n'avais pas le permis moto, j'avais juste vous savez, la formation 125 cm3 qui est pas reconnue et qui vaut rien ici en Thaïlande. Donc, je voulais m'acheter un scooter 300, un Forza, histoire de sortir un peu du paquet, et puis parce que j'étais avec ma copine, et puis on s'en servait aussi pour les courses. Bref, donc le premier quiproquo, c'était de faire le timing du passage du permis, puisqu'il fallait que je le passe.
en Thaïlande en me disant il faut que je commence maintenant à prendre des cours aux auto-écoles, sinon on va me refuser et ça va durer trop longtemps. Donc le premier quiproquo, c'était de penser qu'il y avait besoin d'heures comment dire, d'heures de training ou de practice en auto-école. En fait, vous voulez passer le permis, que ce soit voiture ou moto, on se présente à l'examen. Ça, c'est la première des choses. On n'a pas besoin d'aller prendre des cours en auto-école. Donc ça, c'est fabuleux. Donc j'y suis allé. Et il y a plein de petits souvenirs qui me sont revenus à l'époque parce que c'est un grand centre, donc il y a vraiment énormément de monde et donc on doit passer le code et la pratique dans la même journée. Donc naturellement, je lis pas le thaï, moi je le comprends un peu, mais je le lis pas. Donc je pouvais pas assister à la session de préparation d'1 heure et demie à peu près pour les thaïs, pour la préparation du code, puisque encore deuxième élément. On n'est pas obligé de réviser le code avant, on le révise juste avant la session. Et le code en lui-même, donc on m'a mis avec 5 ou 6 étrangers, je me souviens, il y avait un Indien, il y avait un Chinois, dans une salle spécialisée, dans une salle spéciale, je dirais, sans vidéo, avec un espèce de magazine de 20 pages, tout pourri, et c'était ça le code. Avec des grosses images, donc à apprendre en 1 heure. Alors, je me souviens, donc c'est pour le coup que j'ai appris pendant cette période-là que il n'y a pas de priorité à gauche. La priorité, c'est celui qui a la plus grosse voiture. Yeah. Déjà, faut le savoir. Alors, je me suis toujours demandé qu'est-ce qui se passe, qui a la priorité quand on a la même voiture. Ça, c'était la première des choses. Et puis, la deuxième chose, j'ai appris aussi, on peut conduire, comme j'ai déjà vu, avec une voiture sans pare-brise, sans pare-choc, sans phare, sans ceinture de sécurité, éventuellement sans siège, si c'est possible. Mais on doit absolument conduire une voiture avec la taxe, la road tax, donc l'espèce de vignette, et la plaque minéralogique. Tout le reste, vous pouvez conduire avec ce que vous voulez, n'importe quoi, du moment que c'est pourri. Et en province, j'ai vu des trucs assez spéciaux. Bon, néanmoins, encore une fois, la Thaïlande, c'est un pays très moderne. Il y a vraiment beaucoup de voitures très modernes. Donc, je révise ce code-là pendant 1 heure et demie, alors qu'il m'en fallait 20 minutes. Donc, je m'amusais à texter mon frère qui était à Dubaï et dont la femme, lui, elle, passait au même moment le permis de conduire et c'était une autre paire de manches. Alors, je fais une précision, c'est que le permis moto, c'est tout cylindré. Donc on peut conduire de globalement d'un vélo à un monstro, enfin 2000 cm3, c'est pareil, ça change rien. Ce qui est important de préciser ça, c'est qu'on va voir après la difficulté du permis qui te permet d'accéder à tout cylindré. Alors le plus gros, je t'en ai jamais parlé, mais en fait il y a 3 types de permis. Il y a le permis voiture, le permis moto et le permis tuk-tuk, qui est aussi un truc particulier. Ça, je m'en suis souvenu après. Mais bon, je participais pas au truc tuk-tuk, au permis tuk-tuk, ça c'est pour les professionnels, je suis pas compétent pour ça. Donc le code, je l'ai passé, là c'était plutôt assez moderne en fait, avec des bornes avec une quarantaine de questions. On avait grosso modo de mémoire 1 heure pour mettre toutes les bonnes questions, il fallait faire 7 fautes. En anglais, alors moi je fais les questions, je les fais en 20 minutes. La fille me dit ouais mais vous l'avez fait trop rapidement, là faut le refaire. Donc elle me le refait faire encore une fois. Donc au bout de 20 autres minutes, je lui dis écoutez c'est bon là, ça y est c'est fini, je m'en vais quoi. Donc j'ai eu le code et après c'est là où c'est grandiose. Après j'ai eu droit au test pratique, je sais pas comment on dit ça, c'est la pratique. Ça, la conduite. Alors la conduite se fait comme dans les voitures, dans un parc fermé. Donc, ce qui nous met bien en condition réelle de la circulation de Bangkok. Et il faut bien comprendre la subtilité du truc. On vient avec son propre véhicule. Réfléchissez un peu pour ceux qui ne réalisent pas tout de suite. On vient passer le permis de conduire avec son propre véhicule. Comme en France à une époque. C'était comme ça. Tu venais avec ta voiture pour valider ton permis. Voilà, que ce soit pour les voitures, les motos, etc. Alors moi, j'en avais pas de moto puisque, encore une fois, j'étais système français. Je me figurais on n'avait pas le droit, donc j'avais pas acheté de moto. Et
J'ai piqué la petite mobilette d'une nana qui était dans la file d'attente. Donc elle me l'a filé. C'était un truc automatique. Et donc le test, c'était un espèce de petit parcours qui devait peut-être faire 100 mètres, qui devait durer 3 minutes. Je me souviens qu'il y avait un stop, il y avait un tournant et il y avait à la fin des espèces de pif-paf entre deux cônes. Et donc je prends cette moto de la fille qui était derrière ou devant moi, je me souviens plus. Et je commence à faire mon tour. Ma femme, elle s'était mise à côté de l'examinatrice qui était sur une petite estrade, puisque comme j'étais à ce moment-là le seul étranger à passer ça, elle se doutait bien qu'il allait y avoir une attention un peu spéciale sur ma tête. Et au stop, je sais pas pourquoi, je m'arrête, je mets mon clignotant, je mets les 2 pieds par terre comme il le préconisait, et réflexe, je tourne la tête à droite et à gauche puisque c'était un stop. Un réflexe, le réflexe bête. Et la fille a dit à ma femme, ah bah merde alors, j'ai jamais vu quelqu'un faire ça. Bah lui c'est sûr il l'a. Voilà. Et donc j'ai fini le parcours avec le pif-paf. J'ai même vu une nana qui a loupé 2 fois le pif-paf, on lui a refilé 2 fois. Ça vous donne une idée du niveau, mais ça se fait toujours dans la bonne humeur. Donc c'est pour ça que je suis titulaire du permis tout cylindré moto en Thaïlande. Et ça c'est fabuleux. Bon, Voilà un peu comment on passe le permis. Mais vous pouvez pas le passer, il faut être résident. Attention, c'est quand même dur. Hein. on voit des choses après fabuleuses quand même sur la route, mais bon, voilà. Et Hervé, du coup, on parle de permis. Moi, ma transition, elle est fastoche. Il paraît que toi, si tu faisais aussi ça, c'est que tu as une anecdote où tu vas passer le permis, c'est ça, et aussi avec ta voiture, mais sans l'avoir. Enfin, c'était quoi? Ouais. Bah, c'est-à-dire que je devais avoir une quinzaine d'années, très loin de l'âge légal de la conduite à Paris. Et j'avais une petite Suzuki R21. Et juste à côté de chez moi, un jour, en rentrant du lycée, pim, il y a une Aronde Deluxe 6 dans la rue avec un panneau à vendre, un numéro de téléphone. Faut bien dire qu'à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable. Donc, je prends le numéro de téléphone, je le note, je rentre à la maison et j'appelle. Et le truc était vraiment pas très cher parce que la bagnole était très propre. Je te parle de ça devait être dans les années, la première moitié des années 80, quoi. Donc c'était une bagnole, je veux pas dire une bagnole d'occasion, mais on en voyait encore de temps en temps. Et Vlatipa que je casse ma tirelire, je m'achète la bagnole sans le dire à mes parents. Et toi, t'avais 15 ans, hein. Moi, j'ai pas bien entendu. T'avais 15 ans. Ah ouais, j'avais 15 ans, 15-16 ans. Parce que j'étais, encore au lycée Rodin, donc 15-16 ans, ouais. Et donc, le type me demande rien, il dit, ça va? Je conduisais déjà la CX de mon père dans le garage, donc puis j'avais la moto à vitesse, donc je maîtrisais un peu le passage de vitesse quand même. Et puis bon, c'était un truc Ouais, qui me puis plaisait. Une moto, une Aronde, c'est pareil. Une moto, une Aronde, c'est pareil. T'as 2 euros de plus. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Et donc, dans un enthousiasme complètement déconnecté de la réalité, j'allais au lycée en Aronde. Tu vois, tous les matins, je démarrais la ronde, je me barrais, j'allais au lycée avec. Jusqu'au jour où, boulevard Arago à Paris, il y a 2 flics en mobilette qui passent de chaque côté. Et il a mes lunettes Pif Gadget vieillissantes. J'avais acheté le Pif Gadget. Non, là j'exagère parce que j'avais plus l'âge, mais je m'étais foutu des lunettes de soleil à la con pour faire plus vieux, enfin, ce que je pensais. Et puis il y a les 2 flics en mobilette qui passent de chaque côté de la bagnole. Parce que c'est vrai que ça frime quand même. La ronde, avec les lunettes de soleil, la ronde, t'emballes comme une goutte, quoi. Je veux dire, t'as plus qu'à défaut sur la Côte d'Azur, quoi. Donc, tu vois les jours heureux, Fonzie, tu vois Fonzie? C'était moi au lycée Rodin. Et donc, le flic il y a un des 2 flics qui se retourne et j'ai dit, ça y est, c'est mort. J'aurais jamais mon permis à 18 ans. La légende, c'était que quand tu te faisais choper à conduire sans permis avant l'âge, ça te repoussait de plusieurs années la possibilité de passer ton permis. Le flic se retourne, je dis, c'est mort.
Et là, il me fait un grand sourire, il me fait un pouce comme ça. Et là, j'ai les lunettes de soleil qui se sont tout d'un coup embuées et un gros coup de chaud. Et j'étais mais vraiment à 2 doigts de la crise cardiaque, quoi. Alors, je suis quand même allé au lycée. Le soir, je suis revenu à la maison avec. Et puis après, j'ai dit à mon frère, vas-y, conduis-la, je te la prête, parce que là, je m'en servirai plus jusqu'à ce que je passe le permis de conduire. Que d'ailleurs, j'ai passé dans le 18e avec ma voiture. C'est-à-dire que mon frère m'a quand même amené. On m'avait filé une DS21 injection électronique juste avant, mais donnée. C'était un pote qui habitait Place des Vosges et qui avait besoin, son père avait besoin de la place de parking. Ah oui, c'est Jacques Lang, c'est ça? Non, c'est pas Jacques Lang. J'aurais évité de le fréquenter parce que c'était quand même un jeune et faible. Donc, non, c'était un mec qui habitait, la famille avait tout l'hôtel particulier. Ils avaient besoin de la place, donc il m'a filé la DS21. Injection Le cendrier électronique, était plein aussi, hein, c'est pour ça. Ouais. Mais il y avait de la ventilation parce que je peux te dire qu'elle était quand même bien pourrie, il y avait des trous partout. Et tout ça pour dire que quand j'ai passé mon permis de conduire dans le 18e arrondissement, je me souviens, mon frère m'a accompagné et je suis reparti avec mon papier rose en DS21 injection électronique. Le Prince. Ça, c'est la grande classe. Là. Ouais, j'ai utilisé cette bagnole pendant 5 ans. Si je me souviens bien, je me souviens très bien parce que j'allais aussi au lycée avec. Là, j'étais passé du 13e arrondissement au 4e. Et évidemment, je n'avais pas le temps de sortir pour aller mettre des pièces dans le parc-mètre. Donc, je peux te dire que j'avais une pile comme ça de PV. Et c'était à l'élection de Chirac. C'était le dernier président qui avait pratiqué l'amnistie sur les PV. Putain, j'en avais pour 10 000 balles. Un petit con, 10 000 balles de PV. Et voilà, c'était. Et du coup, c'est quoi? C'est une Aronde que tu as racheté là? Alors, j'ai raconté il y a un type qui a foutu un post sur Facebook en disant tiens, sortie de grange, une Aronde de luxe, à peu près comme la mienne. Je me demande si c'était pas un modèle précédent. Non, je crois que c'était le même. Et puis je participe à la conversation et je dis tiens, c'est marrant, c'était ma première bagnole, mon premier achat, et j'ai adoré cette bagnole. Et il y a un type au Luxembourg à qui j'ai acheté déjà une bagnole qui me dit ah, mais je savais pas que tu aimais bien les Arondes. Alors je n'avais pas dit que j'aimais les Arondes. Puis il me dit tu sais que j'en ai une à vendre exceptionnelle. Je dis une affaire. Ouais. Il y en a un qui a fait une affaire, je ne sais pas qui. Il y en a un qui... Une affaire. Et il me balance des photos. Misère. Je t'ai montré les photos? Ouais, je t'ai envoyé les photos. La bagnole, neuve, jamais restaurée, 50 000 km, avec sa carte grise d'origine écrite à la main, qui n'a jamais été changée au cours des années parce que c'est une bagnole qui est rentrée en collection dans les années 90, qui est passée de collectionneur en collectionneur. Je crois qu'il n'y a eu que 2 collectionneurs avant moi. Et la bagnole était neuve. Et là, j'ai eu un gros coup de nostalgie et je l'ai acheté. Donc, vous avez compris que de toute façon, Hervé a souvent des coups de nostalgie, des coups de cœur. Et le meilleur étant quand même que quand il dit, le mec l'appelle en disant « Ah ben, je ne savais pas que tu aimais bien les Arondes. » Mais c'est qu'il aime tout, de toute façon. Non. Non, il est vrai que quand je me balade avec ma petite famille, mes 2 garçons et ma femme, souvent je leur dis « Ah tiens, j'ai eu cette bagnole. » Et maintenant, ils se foutent de ma gueule. Dès qu'ils voient une vieille bagnole, « Hé, t'as pas eu ça, toi ?» Je dis « Non, je n'ai pas tout acheté quand même. Hein. J'ai eu une vingtaine de bagnoles avant que je réalise que c'était con de les avoir vendus. Et... Maintenant, on restera discret sur le nombre que tu as parce que c'est pas bien. Surtout, c'est pas bien parce qu'en plus, ça l'obligerait. Donc, tu ne réponds rien, Hervé. Ça l'obligerait à dire officiellement, y compris à sa femme, le vrai nombre de véhicules dont il dispose. Non, ça, si tu veux, j'ai réglé le problème assez récemment parce que vraiment, j'en pouvais plus, quoi. C'était pas. En plus, si je m'étais fait piquer, elle n'aurait pas été contente. Donc un jour, il y a je sais pas, moins de 6 mois, je lui ai dit combien j'avais de bagnole. Ouais. Elle était là, quoi? Ah, non, c'est parce moche. que c'était monté à 25.
j'étais à monter à 25 bagnoles et il fallait vraiment que je lui dise parce que il y a des mouvements d'argent à parking de machin, société de gardiennage de voiture. Je dis un de ces quatre, elle va foutre le nez dans les comptes et elle va voir que. Et bon, et du coup, je reviens sur de l'utilisation quotidienne de voitures de course. Et là, je regarde mon ami et camarade Massimo qui m'a fait rire parce que, bon, faut dire que je suis un gros con pénible. C'est-à-dire que je pisse sur les Ferrari, sur les Porsche, sur les Citroën, enfin, je pisse à peu près sur tout le monde. Je les emmerde. Et d'ailleurs, je voulais vous dire, si vous regardez, je pisse sur les Porsche, les Ferraris, les Lamborghinistes, enfin, tout le monde. Mais vous inquiétez pas, hein, si vous avez aussi une Peugeot, je peux m'arranger. Je peux aussi vous dire que vous avez des grosses merdes. Hein, donc, j'aime tout le monde. Voilà. Voilà. Donc, de toute façon, tous les monomaniaques me fatiguent. Tu aimes les Anglaises en général, non? Non, mais les monomaniaques me cassent aussi les couilles. Tiens, je pisse sur les triomphes aussi, d'ailleurs. Voilà. Comme ça, alors que t'en as eu des pleines brouettes et tout en panne. Ah, les TVR. Je me souviens d'une TVR qui faisait office dans le jardin de ta mère de bac à fleurs. Tellement elle était en panne. Ça, je m'en souviens de ça. C'est pas vrai du tout. C'est extrêmement fiable. C'est comme les Maserati sous les tropiques. Ça chauffe jamais. C'est bien connu. Ça, c'est que des légendes. Les biturbos sous les tropiques, c'était idéalement. Je pense que c'était un produit idéal. C'était idéal. C'était idéal. Non, mais moi, dernièrement, j'ai eu une discussion avec quelqu'un qui m'a expliqué que TVR, c'était extrêmement fiable. J'en ai eu 2. J'ai bien pratiqué. Et c'est ce jour-là où j'ai payé acheter une dépanneuse. C'est pas un châtelain par hasard qui t'a dit ça? Si. Oh, enfin, un châtelain, son château, dans le château de mon père. C'est quoi le Pagnol? C'est le château de ma mère et le fusil de mon père. La gloire de mon père. Voilà, donc mais c'est le château de ma mère, voilà. Mais bon, donc, quand Massimo m'a parlé, parce que Massimo, pareil, donc il y a une précision importante, c'est que Massimo a cette qualité, c'est qu'il a roulé dans des trucs très chers, très beaux, des trucs de riches. Mais il se fait aussi plaisir dans une 320i ou dans une MX5 à 3 000 €. Oui, bien sûr. Voilà, non, mais je précise parce que c'est pas voilà, il a eu du très gros, mais il s'en bat le steak, c'est-à-dire il a tout plein de caisses sympas, mais c'est pas parce que c'est cher que c'est bien. Et donc on y arrive, c'est-à-dire que c'est pas quand c'est cher que c'est bien, parce que quand tu as une F430, c'est ça? Oui. Quoi, la F430? La F430, c'est la voiture que je me disais j'aurai un jour parce que c'est Schumacher qui l'a mis au point, ça va être un truc démoniaque, etc. Et donc je commence à faire le périple de celui qui veut acheter une 430 et j'atteins mon but un jour. Voilà, je tombe sur une voiture qui me paraissait bien. Je suis heureux, je rentre chez moi et j'ai du mal à rentrer chez moi puisqu'il y a peut-être 2 cailloux qui sont devant le portail. Là. Et donc évidemment, tout est cher sur ce truc-là. Donc si je pense ce petit caillou-là, c'est 12 000. Là, cette petite pierre-là, donc quand je descends de ridicule. Sur la voiture, je nettoie un dessous du truc parce qu'il y a la bavette, le machin. Et l'arrivée chez moi s'est faite sur le petit truc qui tient le portail là sur le bas. Et c'était un qui a arraché juste la bavette en dessous. Et c'était le leitmotiv de toute ma vie à 430, c'est-à-dire que je ne savais jamais quand prendre la voiture parce que si je ne savais pas où j'allais me garer à l'arrivée, je pouvais laisser la voiture à 500 mètres de là où je devais aller parce que elle n'aime pas les montées, elle n'aime pas les descentes parce que si jamais tu dois reculer au bout de 1 minute 30 de marche arrière, l'embrayage émane ses effluves à 500 mètres autour. Et en fait, elle est super basse, elle est super rigide, c'est une magique voiture, mais à l'exploitation, elle ne supporte pas 7-8 cm du sol. Enfin, peut-être qu'il y en a qui l'ont et qui diront que je suis un gros con. Perso, j'ai vécu l'enfer avec ce truc-là. Je ne savais jamais où aller parce que le caillou, ça l'embêtait. Voilà. Il faut mettre des TRX. Ça marche bien, les TRX. Ouais, non, mais je n'avais pas. En fait, je suis rentré dans une sorte d'ébullition quand je suis rentré chez moi et je me suis pris à la détester en fait, le premier jour. Et après, je l'ai mis en travers plusieurs fois parce que si c'est pas bonne des références du machin, si le pneu n'a pas effectivement chauffé à tel endroit, comme toutes les voitures, etc. Mais
je pouvais pas la conduire avec une certaine nonchalance. C'est vrai qu'elle est très complexe quand on commence à attaquer beaucoup, mais voilà, surtout c'est que je pouvais aller nulle part si c'était pas planifié avec précision où je vais atterrir, où je vais me garer, parce que voilà. Donc voilà, 430. Et tu vois, ce que tu racontes sur la Ferrari, ça me fait penser à ce qu'on m'a raconté sur les quattroportes, les avant-dernières générations, enfin celles qui sont sympas, pour le V8 Ferrari avec le cambio corse, les premières générations. Donc, c'est les mêmes boîtes de merde. Et je connais quelqu'un qui veut en acheter une. Il appelle un mec. Et le mec lui dit, OK, il lui décrit la voiture, l'embrayage justement qui venait d'être fait, suivi chez Ferrari, impeccable et tout. Et le mec lui dit, bon, par contre, avant de vous déplacer, c'est comment chez vous? Le mec lui dit, c'est une maison avec un garage. Il est comment votre garage? Quand même, il est climatisé. Non. Pense au parfum du barbecue. Et voilà, il dit, vous avez un parking souterrain? Le mec lui dit, oui, ma maison, il y a un parking, ça descend. Est-ce que vous pouvez faire votre… Et donc là, quand même, là, tu parles entre princes quand même. Il dit, donc, dans votre parking souterrain, vous avez la place pour faire demi-tour? Il dit, c'est que j'ai de la place, c'est que j'ai d'autres voitures. Il dit, il va falloir quand même voir à faire de la place parce que le problème qu'il y a avec la quattroporte, c'est que il faut que si vous faites une marche arrière en pente, il faut que vous le preniez avec de l'élan. Parce que si vous arrêtez en pente et que vous enclenchez la marche arrière, c'est ce que dit Massimo, si vous hésitez sur l'accélérateur et que vous faites un tout petit peu patiner, vous n'avez plus d'embrayage. 2 fois, 3 fois, et c'est fini. C'est pas très cher, c'est 6 000. C'est bien. Voilà. Un prix d'amis, c'est sympathique. En plus, voilà, tu rends service, tu soutiens l'économie italienne quand on a besoin, etc. Donc, il lui dit de toute façon, voilà. Et l'autre truc, il lui dit, mais en plus, vous roulez qu'en été. Alors là, le mec, parce que si c'est en pente et qu'il y a de la neige, le track control ne marche pas en marche arrière. Donc, il coupe tout. Donc, vous ne pouvez pas, si vous vous retrouvez dans une pente, en marche arrière, même, voilà, et vous essayez d'accélérer, il ne se passe rien. Simplement, vous fumez aussi l'embrayage. Donc, le mec lui dit… C'est contraignant quand même. Il lui dit, donc la mienne a 72 000 km, je me souviens du kilométrage, 72 000 km, je suis à mon 7e embrayage. Ouais. Et donc, le mec, quand même, tu as des mecs quand même qui… Salut les Ferraristes et les amoureux de Maserati. Hein. Il revendait pour en racheter une. Moi, je trouve que c'est bien. Mais il achetait quand même la version, la boîte auto, tu vois, où il n'y avait plus quand même la combi Accord. Parce qu'il avait compris que, bon, là, il avait déjà un truc qui était très, très bien dans ses petites fesses. Et donc, il était très, très content, quoi. Mais bon, voilà, après, quand on aime Ferrari, on aime Ferrari. Je rebascule sur Vincent, sur Ferrari. Tu avais un voisin et ami qui avait des problèmes d'argent dans sa vie et qui a fait de la… Raconte un peu ce que… C'est plutôt une sorte d'hommage parce que en fait, j'ai pas découvert la voiture de collection que grâce à notre ami François Bouet en poussant ses merguez et en les réparant. Non, j'ai aussi commencé par de l'italienne, moi. Notamment, je me souviens de ma première voiture, c'était une Lancia Beta qui a été lentement digérée par la rouille. Et j'ai poursuivi toujours un peu là-dedans. Et j'ai toujours en France une Speeder V6 Alpha que je vendrai pas parce que j'aime ses défauts. Mais bref, à côté de ça, en fait, j'ai eu aussi l'occasion de rouler en Ferrari, Lamborghini, AMG, etc. par l'intermédiaire à l'époque de mon voisin, qui était devenu en fait mon mentor entre guillemets, un des hommes qui ont vraiment compté dans ma vie. Lui, il arrivait en fin de carrière et puis moi j'étais un jeune con et je sais pas pourquoi inexplicablement avec mon frère il nous a pris l'amitié. Et ce type-là il est mort il y a 2 ans malheureusement. Et il avait fait fortune dans l'électronique dans les années 70, 80. Il avait revendu sa boîte à Thomson et sa voiture de fonction à l'époque c'était une 308. Une Ferrari, roulé en Ferrari. Alors, il avait ce point particulier que je commence aussi à avoir. Il adorait les belles bagnoles, mais il en avait rien à foutre. C'est-à-dire que, voilà, le concept de faire attention aux petits cailloux, ça, c'était pas son truc. Et moi, je suis à peu près au même point maintenant. C'est-à-dire que la bagnole, je m'en ai rien à foutre, même si j'aime ça. Et donc, moi, je l'ai toujours vu avec, il avait commencé avec une 308 GT4, les 4 places.
que j'avais pas connue à l'époque. J'ai connu la deuxième 308 et la troisième 308 qu'il avait vendue pour il l'avait posée pour une raison inexplicable. Je me souviens plus exactement, chez un vendeur ou un garagiste en Italie. Le type s'était fait saisir son garage parce qu'il avait dû avoir des problèmes avec l'État italien. Oh là, alors là, je t'arrête tout de suite. Déjà, autour de la table, si je puis me permettre, il y a un Italien. J'ai des amis italiens. Nous avons un Suisse dont l'honnêteté ne peut pas du tout être mis en cause. Mais ça aurait pu être français maintenant. Je veux dire, c'est pas le problème. Parler d'Italien malhonnête, attends, c'est comme dire un Suisse banquier, quoi. Ça existe. Enfin, si, je sais plus. Bref, et le côté amusant de cette petite histoire, entre guillemets, c'est que cette voiture-là, il a mis 20 ans à la récupérer. Je l'avais revue. Bon, mais entre-temps, il en avait eu d'autres. Et puis, comme moi, je les conduisais, il a eu une des pires bouses que j'ai jamais vues de ma vie, une Lamborghini Jalpa. Ça, c'était vraiment de la merde. Très honnêtement. Ça, c'était vraiment, vraiment de la merde. Et j'ai beaucoup bricolé dessus parce qu'elle avait eu un dégât des eaux à l'intérieur. Enfin, il y avait eu un joint et puis elle avait pris l'eau à l'intérieur. Donc, j'avais bossé dessus pour enlever tout l'intérieur, le faire sécher. Il avait commencé à moisir. Ce qui m'avait d'ailleurs, elle avait eu une histoire un peu bizarre, cette bagnole, apparemment. En démontant la cloison par feu, on avait découvert une espèce de cache secrète, à peu près de cette taille-là. Donc, visiblement, pour transporter des trucs sans que personne ne voie. La voiture n'était pas immatriculée en Italie, n'était pas italienne. Je ne sais pas, je me souviens plus. Je pense que oui, elle était italienne et elle était immatriculée en Italie à l'époque. Mais très clairement, en l'ayant beaucoup auscultée sous tous ses angles, cette bagnole était aussi très basse, on pouvait rien en faire. C'est-à-dire que c'était très bien pour aller 20 km, faire un tour sans s'arrêter, mais faire 500 km, ça valait pas le coup. C'était trop dangereux. Et il a toujours été comme ça. Il avait même récupéré une Countach que j'avais pas vue très longtemps, peut-être quelques jours, qu'il avait récupéré avec un de ses potes dans un garage muré au Liban, à Beyrouth. Mais il m'en a jamais trop parlé de cette histoire. Par contre, la meilleure voiture qu'il ait jamais eue de sa vie et de la mienne, c'était une 190 AMG, qui était une voiture extraordinaire, avec un 6 cylindres. Je ne me souviens plus combien ça faisait. C'était un 600 lignes. Il y avait une boîte auto qui avait été transformée après en boîte méca. Elle était fantastique. Elle démarrait tout le temps. Il n'y avait jamais rien à faire. Elle pouvait passer. On pouvait s'en servir pour aller chercher des clopes ou passer 240 sur l'autoroute. Il s'en servait même parce que sa porte d'entrée était un peu loin de son portail, à peu près une centaine de mètres. Il s'en servait même pour sortir la poubelle, la mettre dans le coffre, faire une marche arrière jusqu'au portail et revenir. Et la voiture marchait tout le temps. Malheureusement, une fois qu'elle a été mise, et j'aurais vraiment voulu acheter cette voiture parce qu'elle commençait à être un peu vieille à l'époque, déjà en 98. C'était à la fin. On l'avait fait changer en boîte méca parce qu'il préférait la boîte méca et ça l'a rendu un peu piégeuse. Et en fait, en roulant une fois avec lui, et qu'un boulet. Je me suis laissé surprendre. La voiture a sauté sur une plaque d'égout en étant sur le mouillé et elle a glissé. On n'a pas glissé très vite, mais parce qu'on n'était même pas attaché. Mais on est rentré dans un mur, ça a vrillé le châssis. Et ça, c'est dommage parce que c'était vraiment une boule de nerfs cette pièce. Elle était extraordinaire. Comme quoi. Par contre, moi, j'ai vu le mur, moi, par contre, c'est-à-dire qu'il peut pas mentir. Il était au moins, il était à 12 km/h, mais tu vois, c'est dingue quand même comment les mecs, avec le temps, mentent. Si tu veux, non, mais j'allais doucement. Non, vraiment. Non, on a tordu le châssis parce que la voiture a escaladé le trottoir. Mais j'aurais adoré la racheter, cette voiture. Voilà. Ça, c'était à mettre tout à fait à l'opposé d'une Lamborghini où finalement, ça, c'était juste un joli, avec un beau bruit, mais un très très gros tas de merde. Moi, je me souviens d'un tour avec la Jalpa où tu m'avais emmené. Alors, c'est marrant, des fois, il y a des images et j'étais en passager et je te voyais sur le côté et il passait les vitesses et c'était… Ouais, ça, par contre, on était obligé de… Je sais plus comment on appelle ça, là, parce qu'il y avait un tel coupe-moteur que pour rentrer les vitesses, en fait, en rétrogradant, on était obligé de donner un coup d'accélérateur au point mort. Sinon, on risquait de bloquer les roues à l'arrière en passant une vitesse inférieure. Ça faisait un beau bruit, mais ça se traînait en plus. Moi, j'ai pas été fan. Par la suite, j'ai même eu une Porsche 928 que tu as connue, même elle m'a déçu, mais je trouvais que ça marchait mieux déjà. Déjà rien que ça, quoi. Donc comme quoi. Moi, je vais dire que de toute façon,
le vrai produit concurrent d'une Mercedes 190 AMG. Sauf que c'est pas un break. C'est une Une Volvo. R18. Ouais. Une R18. Boîte auto. Ah, elle était Hervé elle était boîte fabuleuse, auto. cette boîte. Bah ouais, boîte auto. C'était la voiture de tonton. Génial. Parce que dans mes nombreuses carrières, j'étais broc à Saint-Ouen. Et de temps en temps, il fallait vraiment vider le truc. Donc, je partais en proche banlieue parisienne ou en petite province avec le break à tonton. un break R18 boîte automatique. Un vrai plaisir à conduire. Le siège ne peut pas s'écraser parce qu'il n'y a pas d'accélération, si tu veux. Entre le moteur poussif et la boîte, le glissement de la boîte, parce qu'en plus, elle n'était pas jeune, la bagnole. C'était du 0 à 100 en jamais, elle atteignait pas 100. Ouais. Voilà, ouais. Je cherchais où je disais une connerie, mais voilà. Merci de m'avoir aidé. Il valait mieux pas qu'on atteigne le 100 km/h. Ouais, en fait, c'était le produit idéal pour aller faire les brocantes, pour aller faire les vides-greniers, pour qu'on ne croit pas que tu étais un exploiteur comme tu es vraiment. Quoi. En fait, c'était ça la ruse. En fait, c'est pour ça que tu la prenais. Non, rigole pas, parce que j'en ai chié. Moi, je voulais un break Volvo ou un Renault Espace série 1. Et j'ai jamais pu avoir ça. Ouais, regardez, vous avez vu voilà. J'ai jamais pu avoir un break Volvo, un Espace. Oh là, surtout pas. Tiens, d'ailleurs, je me demande si je vais pas rechercher sur le parking un break Volvo. Non, surtout pas. Ah non. Surtout pas. Ça a été la pire merguez de ma vie. Ah ouais. Je sais pas si M. Bouet me permet d'en parler. Oui, bien sûr. Attends, oui, bien sûr. La première voiture que j'ai achetée en Thaïlande, c'est une XC70 sur les bons conseils de mon ami, mais moi aussi j'étais partant en me disant il faut un 4 roues motrices, Volvo c'est réputé, c'est fiable. Pour la neige, on y va pour la neige. Le problème c'est que Volvo c'est fait pour la neige. C'est pas fait pour ça résiste, les plastiques résistent pas à l'humidité et au temps caniculaire. C'est-à-dire que j'ai jamais eu autant d'emmerdes avec une bagnole que celle-là. Jamais. Tous les plastiques étaient devenus rigides et ça pétait comme du verre. Donc depuis, même si elles sont très jolies, ces Volvo, les Volvo actuelles, je n'achèterai jamais plus Volvo. Ah ouais, moi, je te parle de l'époque où c'était encore comment ça s'appelait, la V40, non. 244, c'est ça? Ah, 1960. Non, je suis pas si vieux. Je suis pas si vieux que ça. Ils ont vendu en Corée du Nord. Je sais pas. Un V70? Non. Un 850? Les trucs un peu cubiques là. Un 850. 740. Berton avait fait 740, voilà. Et ça, c'était le frère de ma copine qui en avait un, qui me l'a prêté. On voulait partir en week-end. On a foutu la clim. Le compresseur a explosé. Ouais. La fiabilité déjà. La fiabilité. Oui, c'est fait pour les pays froids. La clim, par définition, ne tire pas. Moi, j'ai eu une fois avec cette voiture-là, je me suis fait arrêter en panne sur l'autoroute avec ma mère, ma femme, ma fille et mon frère sur l'autoroute parce que le radiateur de chauffage interne avait explosé et que, comme c'était un import, c'est qu'on l'avait oublié de débrancher le système de chauffage et comme en Thaïlande, on s'en sert très souvent du chauffage. En fait, il avait fini par être bouffé et donc voilà, ça c'était aussi encore une grande histoire aussi. Quoi. Mais c'est ça que tu m'as dit, c'est qu'a priori, les voitures en fait en Thaïlande, il n'y a pas de chauffage. En fait, ils court-circuitent le chauffage, il n'y a pas de chauffage. Quoi. Il n'y a pas de chauffage. En ASEAN, en Asie du Sud-Est, il n'y a pas de chauffage. Ça passe. Non, il fait jamais. Je crois que la plus basse température que j'ai connue moi, c'est 18 degrés. Donc, chez moi, j'ai pas de radiateur. C'est un peu comme en été ici, quoi. Il fait 18 degrés. Je suis même pas sûr que ce soit à ce point-là quand même. Mais voilà, c'est pour ça que faut se méfier des Volvo parce que les plastiques, ça résiste pas en temps humide. Ouais, de toute façon, il y a pas je crois qu'il n'y a pas grand-chose qui, à part justement les Japonais, enfin, quand tu regardes, à part les Japonais et les produits japonais, il n'y a rien qui résiste à ces climats-là, quoi. Je veux dire, les Allemands à se chier dessus, tout ce qui est supposé être vaguement fiable en Europe, ça fonctionne pas. Il y a que les Japs qui savent faire des trucs qui sont fiables, quoi. Et encore, j'ai entendu dire que les Allemands… Citroën,
Bah, il y en a très peu. Il y en a très peu. Ici, j'en ai vu quelques-unes, mais elles sont lentement digérées par la rouille aussi, parce que ça, Ouais. c'est... Bon, Il y a un mec qui a plein de DS en Thaïlande. Il y a un site qui s'appelle DS in Asia et il a recensé toutes les bagnoles, que ce soit au Vietnam, enfin tout l'Asie du Sud-Est. Et il y a pas mal d'amateurs, en fait. Ça, c'est encore un type qui doit participer à des soirées sadomaso le samedi soir et qui a des problèmes freudiens, parce que quand même, arriver à ce niveau-là, quand même, tu veux, l'Asie, c'est quand même pas l'Asie du Sud-Est, c'est pas le paradis de la voiture. Les routes sont défoncées, il fait trop chaud. Cela dit, c'est le seul endroit où j'ai vu à Bangkok rouler une 288 GTO. J'en ai jamais vu autrement qu'en musée, sauf à Bangkok. D'ailleurs, je l'avais suivi la voiture tellement c'était extraordinaire. Mais c'était la nuit. Et surtout, évidemment, ça veut dire que qui peut avoir ça en Thaïlande? bah, des tycoons. Il y a beaucoup de gens très riches. Parce que ça vaut combien aujourd'hui une 288 GTO? 15, 20? 1 million d'euros. Ah, plus, je pense que ça vaut plus que ça. Massimo, tu as une idée, toi, combien ça vaut? C'est 1 million d'euros, je pense, maintenant, en valeur, non? Ça doit être ça. Parce qu'on a dépassé les 3 ou 4. 3 ou 4, ouais. Mais cela dit, toi, tu connais, Bangkok, c'est une ville où on peut trouver beaucoup de voitures de luxe. D'ailleurs, il y a un centre, je t'ai emmené au Siam Center, où là, il y a tous les plus gros concessionnaires. Il y a Lamborghini, Maserati, t'as McLaren, etc., Rolls-Royce. Ils sont tous dans un centre commercial. Dans un shopping mall. Et aux US, il y a ça ou pas? Parce que moi, j'ai jamais vu ailleurs comme ça les concessionnaires vraiment dans le centre commercial en plein centre-ville. Non, hein? Non, il y a à New York, en tout cas, il y en a. Si, il y avait Ferrari qui était sur Park Avenue. Mais sinon, il y avait un gros dealer de Bentley dans Chelsea, qui était là depuis toujours. Hein. C'est marrant parce que j'étais reparti déjà depuis longtemps de là-bas. Et j'ai trouvé des photos sur sans doute une page Facebook du même garage, mais dans les années 60, tu vois. Et le truc n'avait pas bougé. C'était toujours la même chose. Porsche, Mercedes, enfin toutes les bagnoles de luxe. En revanche, dès que tu sortais de New York, tu avais les gros concessionnaires, tu sais, dans les Hamptons, comme ça, tu n'avais pas loin à aller pour aller chercher ta bagnole. Et puis, Ouais, est-ce que les Hamptons, c'est quand même la banlieue pauvre de New York. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a que des concessionnaires de luxe. Ouais, ça dépend si tu es au south of the highway ou au north of the highway. Tu vois, tu as une autoroute qui coupe le truc en deux. Et si tu es au nord, tu es un pauvre. Mais bon, c'est quand même des baraques à plusieurs millions. Et si tu es au south, alors là, c'est à dizaines de millions. En ce moment, je suis en train de regarder une série qui s'appelle Billions. Je sais pas si vous avez déjà. Oui, superbe. Ouais, bah voilà, c'est ça. Ouais. Le mec le plus riche du monde. Allez-y plus loin, c'est quoi Billion? C'est quoi l'histoire? C'est l'histoire d'un mec qui a une boîte de trading. Et tu sais, moi, je te parle de l'argent, tu vois, c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et c'est plutôt des dizaines de centaines de milliers d'euros. Ouais, on va acheter cette boîte, 100 millions. Ouais, achète. Fais pas chier, fais le chèque. Il file des bonus de 5 millions. Enfin, tu vois, et je pense que c'est pas loin de la réalité. C'est à peine exagéré. C'est sûr, il y a vraiment des milliardaires et le personnage qui veut une voiture, en fait, il achète. Moi, j'ai roulé pendant quelques temps en DS en essayant de choper. Comment il s'appelle le réalisateur qui a fait E.T. Spielberg. Ouais. Spielberg, parce que lui, il avait une DS. Alors je me suis dit, tiens, je vais sillonner, je vais cruiser dans les Hamptons. C'est un truc que j'ai jamais vu. Connard. Et Spielberg, si tu vois cette vidéo, je t'emmerde.
Tu m'as fait cramer de l'essence pour rien. Mais en fait, c'est ça. En fait, la conclusion que je ferai systématiquement maintenant en vidéo, c'est que chacun aura sa minute de la haine et pourra dire, il pourra insulter une marque ou un mec en fait pour se détendre. Tu sais, c'est un peu à la chinoise, tu sais, où tu fais ton autocritique et après tu cries très très fort pour dire Spielberg, je te hais. Voilà. Spielberg. Bon, allez, justement, c'était un bon indicateur qu'on déborde trop. Mes amis, je vous remercie. Vous êtes adorables. Ouais. Merci de cette réunion. Je sais. Alors, c'est d'un côté la région parisienne contre le reste du monde, la Suisse et la Thaïlande. Et je finirai cette allocution par quelque chose de très connu que Vincent apprécie aussi. Vive la Suisse libre. Vive la Suisse libre. Ouais. Absolument. Libertad. Merci Allez, les gars, salut. merci beaucoup. Merci. Au revoir les amis. Ciao. Bonne fin de Salut. soirée, merci. Ciao. Bye. Et rappelez-vous, vous pouvez nous retrouver sur nos sites Road Story et Histo Auto, sur notre chaîne YouTube Road Story et en podcast audio sur iTunes, Spotify, Deezer et Google Podcast en recherchant les mots Road et Story. À bientôt.